Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Et bah, je propose du coup qu'on passe au dossier du mois. Les dramas. Pardon. Merci Maïté. 68 millions de vues et 487 millions d'heures de visionnage. Waouh. C'est un chiffre impressionnant de Squid Game saison 2 en une semaine. Ah ouais. C'était pas du tout attendu. Battant ainsi les 50 millions de vues de mercredi. Ah, mercredi saison 2 aussi, il faudrait que je me renseigne quand est-ce que ça sort. Je crois que c'est plus en fin d'année, de mémoire. C'est pas grave. Voilà. Attendu, risque de battre aussi leur propre record. Avec la deuxième partie. C'est... Voilà. La Corée envahit de plus en plus le monde occidental par le petit écran. Fais gaffe au terme. Par la musique. Culture coréenne du Sud. Oui, de plus en plus le monde occidental par le petit écran avec Hellbound, Squid Game, on en a parlé, le grand écran, Parasite, qui a été, je crois, le premier film non anglophone à recevoir un Oscar. Ah, du coup, non, j'ai regardé 3 séries coréennes. Ah, t'as regardé Parasite ? Ouais, j'avais regardé. Et Parasite, c'est un film. Non, t'as une série Parasite, Ah oui, un peu spin-off ou un peu suite du manga. Qui est un manga japonais. Je parlerai pas de la musique et de la K-pop. Alors tu peux, mais je pense que c'est connu. Mais voilà, qui est connu. Bref, ce soir, on va pas s'attarder sur tout ça, on va s'attarder seulement sur les séries. On va essayer de vous proposer de découvrir comment c'est né, comment ça s'exportait. On essaiera d'en prendre la recette du succès, peut-être les différences avec les séries hollywoodiennes, c'est la qui sera le plus utile. Parce que on va commencer par demander à vous aussi dans le chat, si vous voulez bien, qui a déjà regardé les séries coréennes. Stalas en a vu 3, j'en ai vu 0, et Nighties a vu beaucoup de drama. Je pense que ça fait... Et Nighties, on a arrêté de compter au bout de 100. Non, mais je pense que ça fait 12 ou 13 ans que j'ai regardé mon premier drama coréen. Ouais, quand même. Ouais. Alors moi, autant les dramas m'intéressent pas du tout, autant leurs petites séries là qui sont en train de pop sur Netflix en mode horreur. Ah, je dis drama en général, parce que je regarde pas que les trucs drama coréen romantique. Même si c'est cool. Non, mais moi, c'est juste le drama en fait. Il me saoule. Je vous propose un petit historique du coup. On a trouvé pas mal de choses en travaillant sur l'émission. Alors, qui, que, quoi, dont, où, pourquoi ? Vas-y. Donc déjà, la naissance des séries coréennes, ça commence en 62 avec KBS TV qui lance une émission, le théâtre du vendredi, c'est un peu comme le... comment ça s'appelle en France, la trilogie du samedi. La trilogie du samedi, oui, exactement. Je cherchais sinon le ciné... Le ciné du mardi soir. Ouais, mardi ciné, il y avait des trucs comme ça aussi. Et du coup, chez moi, ça s'appelait Ciné Club. Ça diffusait des mini-séries de 2 à 4 épisodes de 30 à 60 minutes chacun. Vraiment, ça fait des petites mini-séries. Donc, plein de séries quoi, qui ont commencé comme ça. Et ça a commencé à prendre un peu de succès. Du coup, les 3 chaînes principales de Corée du Sud, KBS, TBC et NBC, ont rapidement investi dans la production de séries quotidiennes. C'est à peu près à ce moment-là qu'on date la naissance des K-dramas. Donc vers 1962. Donc ça commence à dater, ça fait plus de 50 ans. 60. 60 ans, putain. 3 pour être précis. Plusieurs premiers succès. Je vous laisserai aller regarder si vous avez envie de voir ça. Backstreet of Seoul en 62. Surgical Old West Room en 67. Snowfall en 68. Je crois qu'il est plutôt connu. Et c'est un des plus connus dans les anciens, ouais. Lover of the Sun en 69. Donc voilà, c'est des séries les plus connues. Et c'est des trucs séries quotidiennes, donc il fait de l'amour, tout ça, hein, vous voyez. Truc avec beaucoup d'épisodes. Le problème, c'est qu'à l'époque, l'écriture est beaucoup contrôlée par le gouvernement. Donc,
Les thèmes, c'est l'anticommunisme, les tensions entre le Corée et le Japon à l'époque, hein, et les relations familiales. Globalement, ça tourne souvent autour de ça. Il n'y a pas beaucoup de choses de plus. 70, on arrive à une époque où les trois chaînes se livrent des batailles d'audience et lancent beaucoup de séries en même temps. Je crois qu'il est noté qu'il pouvait y avoir presque 15 épisodes par jour. Genre 200 dramas annuels. C'est énorme. 200 dramas, c'est énorme. Et pour l'époque, c'est énorme, ouais. Beaucoup de séries qui ont beaucoup d'épisodes. Je crois que le record, c'est 880. Ouais, c'est ça, c'est... Chiffre détective. Chiffre détective, qui a duré entre 71 et 89, 880 épisodes diffusés. Bon, je pense qu'on est loin les Feux de l'amour sont loin devant depuis. Ouais, mais ça dure depuis plus longtemps. Ça dure depuis plus longtemps, ouais. Là, ça a duré 18 ans. C'est déjà pas mal. Derrière, on a Husband and Wife, Men's, 700 épisodes. Puis après, il y a d'autres trucs qui ont beaucoup marché, mais comme mon épisode, Assis, je sais pas si vous connaissez, une émission prévue pour 100 épisodes et tirée à 252. Putain. Et Yehoro, 211 épisodes. On parlera pas, on fera pas le détail de tout ce truc. Hein. Le but, c'est de voir un peu. Ils sont assez anciens, on n'a pas trop regardé, mais les noms sont très connus en tout cas. Oui, c'est vrai, des choses très connues. En 77, le gouvernement veut des programmes plus éducatifs à la télé. Donc, il y a un peu moins de séries coréennes qui sortent. Ça devient plus court, plus impactant. Et ça y est, les scénaristes sont un peu plus libres. Du coup, ils s'inspirent de la vie des Coréens sur la duralité de la vie, la pauvreté, le problème d'amour, tout ça. Vraiment, on commence à percevoir un peu ce qu'on appelle les dramas. Hein, le début des dramas, clairement. Le début des dramas est vraiment court et impactant. Vraiment, ça, je pense que c'est un truc. Nighties, tu vas être là pour confirmer, je pense que c'est vraiment un truc. Alors, même si sur l'album, tu as dit que c'était un peu long, j'ai l'impression que c'est vraiment une formule coréenne de faire des trucs qui ne durent pas dans la durée, forcément. En fait, même si Hellbound, tu as l'impression que ça dure un peu, c'est 2 saisons de 6 épisodes. Donc, c'est pas très long. Mais les séries coréennes, en moyenne, à part là, avec l'explosion un peu Netflix, en général, c'est une saison. T'en as pas 2 ou 3. Vraiment, c'est très rare dans les dramas depuis les années 80. Et c'est une vingtaine d'épisodes d'1 heure. Et tu t'arrêtes là. Ouais, c'est plus une consommation de séries plutôt qu'une consommation d'épisodes. C'est ça. Ouais, mais après, entre 3 saisons de 6 épisodes d'1 heure et une saison de 20 épisodes d'1 heure, tu reviens au final sur le même truc. Oui, t'as la même chose. C'est juste que tu l'as séparé. C'est pas la même façon de la produire. Mais si on va commencer à aller. Je propose qu'on garde ça pour après, sur la différence avec les séries américaines, parce que je pense que ça vient avec ça. Ça fait une différence qu'on voit tout de suite là. Ouais. 80, la télévision couleur arrive. Oui. Ainsi que la jeune génération sur la télé. Du coup, les dramas deviennent encore plus dynamiques, ils abordent des thèmes plus sérieux, l'urbanisation, les luttes de pouvoir. On a l'apparition de séries dramatico-romantico-historiques. C'est le drama pur et dur. C'est baptisé Day Amoul. Juliette, je t'aime. Si mais nous ne pouvons pas. Tu es communiste. Je suis républicaine. Voilà, c'est vraiment... Là, je pense qu'on a la 80, la base des dramas. C'est clairement le drama qui va te parler de la famille, d'une romance, un peu de ce qui se passe au niveau gouvernement, histoire du pays. Ouais. Et en parallèle, ils arrivent quand même à faire des adaptations des feuilletons japonais, donc ils leur font leur côté, et à les exporter en Chine. Globalement, c'est un peu ça. Un peu le monde du monde, mais c'est surtout côté Asie. Pour le début, en tout cas. Années 80, Chine-Japon, effectivement, ils ne devaient pas beaucoup se parler au niveau politique. Ouais, je vais aller dire ça, mais... Le Hallyu qu'on appelle... Alors, juste le Hallyu, c'est globalement l'export de la culture japonaise. Coréenne. En 80, fin du contrôle gouvernemental, les séries adoptent un visuel impeccable, des dialogues impactants et des acteurs tendance. Et les thèmes sont variés. La naissance des idoles. Ouais, c'est ça, globalement. Richesse, pauvreté, histoire nationale. Bah, c'est un peu le même moment où... c'est un peu le même moment où on a eu la naissance des idoles aussi. Les boys bands, c'est la même période. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Le nouveau format piloté les spectateurs
Les producteurs arrivent à exporter au Japon. Pareil gagnant, ça marche très bien, donc ils exportent de plus en plus. Du coup, plus d'investissement dans les séries, donc plus de séries, plus de qualité. Et ça marche bien. Quelques séries, quelques succès. Winter Sonata 2002. Jewel in the Palace 2003. Et Saint-Glace en 95 qui a fait 50% de part du marché à la télé. C'est énorme. C'est énorme. Les genres s'étoffent. On a de plus de genres, mais aussi plus de mélange de genres. J'ai l'impression que ça aussi, de ce que tu disais, Nighty, c'est une caractéristique des dramas. Ils peuvent te mélanger de l'horreur avec du romantisme. Ils peuvent te mélanger aussi une romance avec un thriller et avec de l'humour. Ils arrivent à faire des combos facilement gagnants, je trouve. C'est marrant de faire des combos après. Hein. Puis en plus, si c'est avec le nombre de séries qu'ils doivent développer, au moins tu fais des trucs nouveaux, quoi. Ouais. Clairement. Puis si il y en a une qui marche un peu moins bien, tu fais pas grave, 6 épisodes et puis on passe à la suite. On passe un peu tout ce qui est années 80, on arrive vers les années 2000, Internet, l'export mondial avec les plateformes de streaming, légales ou illégales. Mais globalement, ça a commencé. De toute façon, c'est un peu ce moment-là qu'est arrivé la K-pop aussi. Oui. Globalement. L'export des deux. L'export des deux, la K-pop plus les séries sur les sites légaux comme Viki et Drama Passion qui sont les plus connus dans les sites de diffusion des années 2005-2010, on va dire. 2007 Viki et Drama Passion 2010. C'est ça. Qui sont très connus de ceux qui regardent des dramas. C'est une époque aussi. Beaucoup moins maintenant en fait parce qu'on a Netflix qui est arrivé, Disney+, etc. Mais c'était une époque aussi où on regardait beaucoup illégalement sur Internet. Oui. Donc, Mais c'était plus compliqué d'avoir les sous-titres corrects quand tu les regardais illégalement pour les séries coréennes. Oui, mais du coup quand même ça fait partie des trucs où on regardait... Enfin, on consommait moins. On cherchait beaucoup de trucs sur Internet en fait. Et on n'était pas juste accroché au catalogue de la télé ou accroché au catalogue de Netflix. C'est ça. Et tu cherchais à regarder beaucoup de trucs parce que, par exemple, Viki et Drama Passion, souvent, tu avais 1 heure de visionnage gratuit dans la journée, ou renouvelé tous les X heures, je sais plus. Du coup, tu regardais un épisode de ton drama sur Viki, puis après, tu allais regarder 1 heure d'un épisode sur Drama Passion, qui te faisait tes 2 heures de ta soirée, et le lendemain, tu recommençais. C'est vrai qu'il y avait ça. Il y avait des trucs en fonction des players. Vu comme ça. Mais du coup, franchement, c'était cool et ça permettait de découvrir plusieurs séries en même temps au final pour pouvoir alterner tes visionnages gratuits. Mais du coup, tu as dû en voir des centaines. Pas des centaines parce que je regardais pas que des séries coréennes à l'époque. Mais je pense dans les années 2008-2010, j'ai dû en regarder une bonne 10-20. Non, c'est plus 20 épisodes en moyenne. 20 épisodes d'1 heure en plus. Donc, ah oui, plus long. Plus long. Et le truc des dramas aussi, souvent, surtout quand il est bien en une saison comme ça, c'est qu'il tournait en général, en tout cas dans la culture, c'était souvent ça, il tourne 4-5 épisodes, un peu en mode pilote début de la série. En fonction du succès, ils vont dire on en fait 10, 15, 20, 25. D'accord. Et au fur et à mesure de l'avancée, ils vont développer plus ou moins l'histoire du coup, en fonction du succès du drama à la télé coréenne. Et du coup, derrière, quand ça arrivait sur Viki et Drama Passion, c'est pareil, des fois, t'attendais un petit peu pour avoir la suite, le temps qu'ils finissent de tourner et de le monter et que ça arrive. Cool. Mais par contre, vraiment, c'était pas un truc où ils tournent tout et ils te le sortent. Ils tournent le début et ensuite ils tournent au fur et à mesure pendant qu'ils diffusent les épisodes d'avant. Ouais, pourquoi pas. Ça permet de s'adapter au public, de ce qui marche pas ou autre. Des fois, tu voyais un peu le changement d'axe dans la série. En mode, en fait, c'est plus l'histoire secondaire qui marche. Donc, on va clôturer un peu vite l'histoire principale et faire évoluer l'autre. Ah ouais, carrément. Ça pouvait arriver. Ah ouais. C'est pour ça aussi que des fois, ça mélangeait un peu les genres. Parce que l'histoire secondaire était différente. Ouais, du coup, là, on est vraiment sur les K-dramas. Je peux vous en conseiller certains de l'époque qui étaient très sympas. Vas-y, après, je propose que tu parles du format. Si vous aimez un peu les dramas romance et musique,
il a un peu vieilli, mais il se regarde toujours très très bien. Il y avait You're Beautiful, où on va suivre une apprentie nonne, qui doit remplacer au pied levé son frère jumeau qui arrive dans un groupe de K-pop. Du coup, elle va vivre avec 3 mecs dans une baraque, parce que les idoles là-bas vivent en chambre, et doivent faire les concerts, les clips, les trucs et tout d'idoles, en se faisant passer pour un mec. Aucun rentas. Donc c'est très très drôle, parce qu'elle finit par se faire griller par 1 membre, 2 membres, 3 membres. Ils vont tomber amoureux d'elle de façon différente. Enfin, voilà, c'est typiquement romance, drama classique, mais très très drôle. Ouais, je vois. Donc il y avait pas mal de séries comme ça qui sont sympas. À cette époque-là, j'ai beaucoup regardé dans la partie romance, période adolescente, hein. Mais il y avait des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas besoin de te justifier. Oui, non, mais t'avais The Urge ou The Heritage, si tu le prends en anglais, je crois qu'il avait 2 noms, ce drama. Ou pareil, c'était plus une romance, mais universitaire, entre 2 classes sociales différentes. Un peu moins d'humour, un peu plus de drama, mais très sympa à regarder. Une autre série où il y avait une romance dans les années 80. Ils n'ont jamais pu sortir ensemble. Et au final, on suit leurs enfants qui vont se rencontrer, tomber amoureux et reproduire un peu le schéma qu'il y a eu à l'époque. Et j'ai plus le nom de celui-là, par contre. Mais il était très cool. Je vous les retrouverai au pire, je vous les redonnerai sur les réseaux. N'hésitez pas à le demander sur Discord. C'est ça. Sur Discord. Mais du coup, pas mal de dramas très très sympas, et la plupart autour des 20 épisodes, donc ça se regarde très très bien. Bah ouais, c'est ce qu'on a noté sur leur format court, percutant. Chaque intrigue sur un thème central. C'est les pros du cliffhanger de fin d'épisode qui donnent envie de lancer le suivant. Bah ça c'est un principe. C'est un principe, mais ils ont la manière de le faire que t'as encore plus envie d'aller cliquer sur l'épisode suivant que sur toutes les séries américaines où ils font des cliffhangers. Et moi, ce genre de choses, c'est comme les bouquins, je m'arrête au milieu du chapitre. Sinon, je peux pas. En général, ça compte 16 épisodes d'environ 1 heure. Ça peut aller jusqu'à 20 si la série connaît un grand succès. Ouais, c'est comme je disais, ils augmentent un peu les épisodes en fonction du succès. Ils les tournent au fur et à mesure. 50 épisodes comme Homemade Love Story. C'est plutôt rare parce qu'en général, ils essayent quand même de faire des trucs qui s'arrêtent, mais ça arrive, ouais. J'imagine que ça a eu un gros succès. Les scénaristes maîtrisent l'art de créer un suspense insoutenable à chaque fin d'épisode. Ah ouais, oui. Et ça aborde des thèmes variés. Chaque drama coréen est une fenêtre sur l'histoire du pays, ses valeurs et ses légendes ancestrales. Au-delà, cet aspect culturel et K-drama sont des occasions de mettre en avant les atouts de la Corée, ses paysages, sa gastronomie, sa mode et sa musique. Ils nous transportent et font rêver, rire et pleurer. Les producteurs savent habilement exploiter la richesse culturelle du pays et jouer avec les émotions des téléspectateurs pour les captiver pendant des heures. Clairement. En fait, c'est juste qu'ils sont bons, quoi. Ils sont très très bons. Ils ont trouvé la formule et ils savent rendre le truc original à chaque fois. C'est ça. Et vu qu'ils se lancent dans de plus en plus de thèmes, comme on voit pas mal arriver dernièrement, les séries plutôt horrifiques, science-fiction, fantastiques, on a beaucoup de tout. Si je vous donne des exemples de séries... J'ai l'impression aussi qu'ils comprennent bien l'être humain. Oui, clairement. Alors quand ils font tous les trucs de... comme là, Hellbound, ils comprennent clairement l'être humain, ce qui se passerait dans certains cas. Ce que je trouve un peu moins le cas dans les séries américaines. Non, dans les séries américaines, c'est très... comment on pourrait dire ça c'est l'humain américain, en fait. C'est très occidental, donc ça va être très basé sur l'égoïsme. Tu vas voir les gens qui... Soit tu vas voir les méchants, c'est ceux qui pensent qu'à eux, franchement, c'est mauvais, non, je vais me sauver que moi, parce que c'est bon. Il y a beaucoup moins de nuances. Face à des personnes qui font, non, le pouvoir de l'amitié est plus fort, j'aime ma famille, on va tous te sauver. Il y a une putain de météorite qui tombe sur ta gueule. J'avoue que c'est un peu ça. Là, parce que Once Upon a Time, on en parlait tout à l'heure, c'est une film, finalement, a un peu de nuance quand même. Oui, mais c'est un peu plus rare. C'est peut-être dû au côté conte de fées, finalement, ça. C'est ça. Comme les contes de fées, il y en a quand même assez peu, je crois même, peut-être pas du tout, qui viennent d'Amérique. Ça vient de la vieille Europe. Hein. C'est pas faux. Dans la vieille Europe, les premiers contes, alors je pense que les gens connaissent déjà un petit peu ce truc-là, mais je vais le répéter, on sait jamais, ça fait un peu de culture.
dans le Moyen-Âge et à l'Antiquité, les contes pour enfants, ils n'étaient pas là pour faire endormir les enfants. Ils étaient là pour Oui. enseigner des leçons importantes sur la vie. Et pour faire peur. Alors non, plus pour donner des leçons importantes. Alors ça finissait par faire peur parce que la peur... Faisais en sorte que tu... La peur reste, tout simplement. Je veux dire, si on a peur du noir avec tous les trucs qu'on nous a mis dans la tête quand on est enfant, les fantômes, les monstres, machin, c'est pas pour rien, ça reste. Ça permet aussi... Enfin, après, ça, c'est une peur universelle de l'homme hein, qui finira peut-être par disparaître un jour, mais j'y crois pas. Par contre, la peur de savoir que tu as des belles sœurs qui vont finir par se mutiler les pieds pour rentrer dans une godasse pour devenir reine, bon, celui-là ne va pas rester. Par contre, le fait de prouver que si jamais tu as des bonnes actions, que tu restes toi-même et que ça va t'offrir une récompense, mais que par contre, si jamais tu essaies de changer de personnalité et de passer et de faire croire et de te faire passer pour quelque chose que tu n'es pas, tu vas être puni soit par toi-même, la mutilation, la mutilation là en plus ça a été forcée par la mère en plus, donc, soit par quelqu'un d'autre, soit carrément être puni par les forces de la nature, que ça soit humaine ou vraiment nature. Ouais, ça va rester, je pense. Les yeux crevés, ou mourir de douleur parce que tu t'es dit tiens, je vais penser alors ça c'est la petite sirène. Je vais croire en la puissance de l'amour et je vais croire en la puissance de l'amour. Celui à qui je n'ai jamais parlé va finir par m'épouser et on va vivre une vie heureuse. Ouais, non. Voilà, dans le conte des frères Grimm qui a été adapté par Disney, c'est non, même pas des frères Grimm. Dans le conte adapté de Disney, c'est cool. Dans les frères Grimm, elle meurt de douleur parce qu'elle a perdu ses jambes. C'est pas Grimm, mais pareil, c'est pas oufissime quand tu lis le conte original. Hein. Voilà, dans le conte original, on va dire comme ça. Je sais plus si c'est Anderson, voilà. Dans le conte original, elle sort de l'eau, elle a une douleur absolument horrible dans les jambes parce que y a pas d'explication, c'est juste qu'elle a des douleurs horribles dans les jambes. Je sais plus si elle a sa voix dans le conte original. Je sais plus, je crois qu'elle galère à respirer au début. Enfin, en tout cas, elle souffre à chaque fois qu'elle essaye de... C'est pas très joyeux, en tout cas. En tout cas, elle n'arrive pas à séduire un homme qu'elle a jamais vu. Je rappelle aussi au passage que son but, c'était pas que l'amour dans le conte original, c'est parce qu'elle voulait avoir une âme pour pouvoir aimer. Donc, rien à voir avec Ariel, la petite sirène qui, elle, veut vraiment sortir de la mer pour aimer. Voilà, merci. Moi, j'adore ce personnage de Sébastien. Donc clairement, et qui va finir, du coup, 1, par mourir de douleur à cause de ses jambes, 2, se transformer en écume, 3, mourir sans avoir d'âme. Ah, et puis on n'oublie pas non plus la sorcière des mers qui se fait violemment assassiner par les sœurs de la petite sirène parce qu'elle lui a donné des jambes, alors que, contrairement à Ursula qui est une grosse... Voilà, la sorcière des mers dans le conte original, c'est juste quelqu'un qui a fait le taf pour lequel on l'a engagé, finalement. Ça. Donc voilà, en général, les leçons de l'époque, elles restaient en tête. Donc c'est pour ça que je pense que les niveaux Amérique, en plus ça qui est très rêve américain, réussite rapide et facile, entre guillemets. Hein. Je veux dire que, par exemple, on parle beaucoup d'Elon Musk, mais il faut rappeler que Elon Musk, c'est qui déjà l'autre Steve Jobs, voilà, c'est deux grands noms qu'on entend bien dans le business. C'est pas des gars qui... Alors, Elon Musk, moins, mais c'est pas des gars non plus qui ont rien foutu de leur vie. Hein. C'est du 20 heures de travail par jour. Donc, clairement, leur fortune, ils le méritent. Hein, même si c'est peut-être un peu trop des fois. Donc, voilà. Mais, ouais. Donc, je pense que l'une des différences vient de là aussi. Après, peut-être aussi le fait qu'en Asie, les contes sont peut-être sûrement même différents des contes européens. Oui. Les histoires sont plus nuancées globalement. C'est comme les Ghibli. Oui. Moins de méchants. C'est ça. Mais je pense que ça vient peut-être aussi du fait que, alors principalement en Chine, mais pas que, hein, on va dire que dans l'Asie, Chine, l'actuelle Corée, Vietnam, tout ça, Japon, ils se faisaient la guerre entre pays, mais ils se faisaient aussi beaucoup la guerre dans le même pays et pendant longtemps. C'est pas quelque chose qu'on a
en tout cas si mes leçons d'histoire sont pas trop vieillottes. Désolé Manuela, t'as pas été ma prof non plus, mais je ne crois pas que dans l'histoire européenne, il y a énormément de ça. On faisait beaucoup de la guerre à l'extérieur des contrées, mais dans un royaume, notamment le royaume de Dans un France. royaume, non, en fait. Tant que c'était pas unifié, ouais. C'est ça. Mais dans un royaume, très peu, non. ouais. Ou Dans un juste, royaume. des fois, t'avais des petits bouts qui passaient d'un royaume à l'autre parce qu'on a- qu'ils étaient à on a la tous frontière. l'exemple de Camelot et de la Bretagne. Mais c'est pareil, c'est que c'était pas unifié. Voilà, c'est exactement ça. Là, moi, j'avais plus l'exemple du royaume de Franc qui était composé du duché d'Aquitaine, de plein de ouais. duchés, c'est quoi après les autres? Il y a plein de titres de noblesse, je vous laisserai vous renseigner si ça vous intéresse. Mais grosso modo, ils étaient tous soumis à la royauté au roi de France, Louis XIV par exemple, voilà. Mais finalement, non pas Louis XIV, mais ceux d'avant, finalement, ils avaient la région parisienne de la capitale, et tout. À chaque fois qu'ils se déplaçaient pour des trucs, ils étaient hébergés chez des fiefs, c'est tout. Mais ouais, du coup, on voit clairement une grosse différence de culture, je pense, qui a impacté pas mal la façon de voir les séries. Et une grosse différence qu'on voit entre les dramas coréens, enfin séries coréennes, puisque si je dis drama, vous pensez tous forcément aux romances, et les séries américaines, c'est que la série américaine de 20 épisodes, ton fil rouge, tu le vois dans 4 épisodes de ta saison, alors que dans le drama, ton fil rouge, tu le vois à 5 épisodes, et il progresse à 5 épisodes. Donc, forcément, c'est plus intéressant de suivre l'histoire quand ton fil rouge, il est tout le temps là. En fait, je pense qu'il y a une différence de production. Oui. C'est que globalement, God America, c'est que tu vas vendre ton truc et on va te le dire, bah ok, mais je t'en prends 20 épisodes, je t'en prends 30 épisodes, je t'en prends 5 épisodes, et tu te démerdes à faire ce qu'il faut, tu te démerdes à mettre ton histoire dans ce qu'on t'a commandé. Alors que j'ai l'impression que côté Corée, c'est plutôt ils écrivent l'histoire épisode par épisode, et puis si ça marche bien, bah allez, on en rajoute, mais je rajoute, et puis une fois que je suis arrivé au bout, quoi. Ouais, c'est ça, et je partirai sur une autre série. Que 16 épisodes d'une heure, c'est que ils sont arrivés au bout, et ils voient pas, ils se remettent pas à rajouter une saison ou autre. Ouais, c'est ça. Ils vendent leur histoire en fait. Disons que je pense que ça fait partie ils font partie de la zone du manga. Et c'est quoi la première caractéristique de tout bon manga? C'est que l'auteur, à la fin, il avait la fin. Il commence par la fin. Il ne sait absolument pas comment il va y arriver. Ça va mais il sait où il va, quoi. Mais il sait où il termine. Toujours. Ouais, très franchement. Ça, c'est un bon manga. Je pense que c'est une bonne histoire. Oui, c'est ça, une bonne histoire. Oui, manga, bouquin, tout ce que tu veux. Une bonne histoire, il faut que tu saches les grandes lignes. Déjà, oui, c'est important de savoir les grandes lignes. Mais si tu sais pas où tu vas, tu peux pas écrire correctement le milieu. Mais tu disais que c'est la définition d'un manga, je pense qu'on peut généraliser à sa définition d'une bonne histoire. Et c'est exactement pour ça que Star Wars 7, 8, 9, c'est de la merde. Alors, parce que ça a été fait par 2 personnes différentes. Et qu'est-ce que tu veux savoir où tu vas si chacun fait son truc de son côté? Ouais. C'est surtout que, encore, ça aurait été 3 scénaristes, réalisateurs qui auraient bossé ensemble dans chaque. Ils auraient su, mais là, c'était du jour au lendemain sur le changement. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que des séries comme Doctor Who, il y a un showrunner. Il y a plusieurs showrunners. Ça s'appelle un showrunner qui gère toute la saison, même s'il n'écrit pas toute la saison. Alors, il y a plusieurs showrunners même dans Doctor Who. Généralement, ouais, t'en as un ou deux par T'en as un qui est chef, t'as le showrunner en chef, mais après, c'est des showrunners. Hein. Ils appellent pas ça. Enfin, dans toutes les saisons que j'ai vues, ils appellent pas ça scénariste, en tout cas, dans la présentation. Ils appellent ça showrunner. Ouais. Ok, tu veux dire que l'épisode. Mais par contre, la différence, c'est que je pense que. Ils bossent tous ensemble. Ils n'interfèrent pas forcément directement dans leur travail, mais effectivement, s'il y a besoin d'un conseil, c'est comme toi, enfin vous, dans votre boulot, et moi chez moi. Si jamais quelqu'un vient vous voir en demandant un coup de main, vous lui donnez de toute manière. Mais vous bossez ensemble indirectement, du coup. Oui, mais tu vois, par exemple, la première saison, là, avec Russell T. Davies, il y a tout un fil rouge. Le fil rouge est maintenu et la direction de la saison est maintenue. Oui, mais parce que je pense qu'en fait, ils ont techniquement bossé ensemble. Oui, c'est ça.
Ils ont Oui. dû peut-être bosser ensemble en disant. Bah, Non, mais ils ont eu des réunions, après peut-être il a écrit de son côté et autres, mais ils ont Ils ont eu les éléments à mettre à chaque moment. à se dire, bah voilà, dans votre, vous faites un peu ce que vous voulez comme histoire, mais par contre, dedans, faut que vous ayez le docteur, faut que vous ayez Rose, vous devez avoir tel personnage pour raconter et que vous mettiez un petit élément comme ça. Mais c'est un truc que j'ai pas parce que c'est un truc. Tu pourrais regarder Netflix si c'est un même scénariste ou genre 2-3 scénaristes qui écrivent tous les épisodes d'une saison D'une saison 2. de n'importe quelle. de série. Ah, série coréenne oui, c'est un ou deux qui bossent ensemble. C'est ça. Parce qu'en fait, tu regardes les séries. Même si on prend Once Upon a Time, tiens. Bah, Once Upon a Time, ils étaient deux scénaristes. C'est les mêmes que Lost. C'est la même que Lost, c'est les deux mêmes. Ouais, mais je pense que du coup, comme de. Mais Once Upon a Time, t'as un vrai fil rouge. Scénario Darkist, Ouais, mais c'est parce qu'ils ont travaillé ensemble depuis le début aussi. C'est ça. Mais. Regarde, l'épisode 4, c'est David H. Goodman, hop, quelqu'un d'autre. Épisode 5, quelqu'un d'autre. Épisode 6, deux autres personnes. Épisode 7, Ok. deux autres personnes. C'est eux. Donc, tu vois, je pense qu'il y a les épisodes qu'on me supprime. Ouais, mais ils sont quand même beaucoup là derrière. Oui. Pas comme d'autres séries où. Oui, mais les séries américaines, c'est beaucoup ça. Oui. Même anglaises, c'est beaucoup. Les grosses séries comme ça, c'est beaucoup. T'as une flopée de scénaristes et ils viennent écrire des épisodes. Ouais. Ce qui est un peu le souci. En Corée, en général, t'as un scénariste. Des fois, un ou deux auteurs derrière qui vont faire des trucs. Mais c'est très rare qu'il y en ait plus que ça. Genre là, si tu regardes Hellbound, bah, c'est l'auteur du webtoon en fait qui fait ta série, c'est tout. T'as plein de trucs comme ça. Je regarde sur d'autres. Regarde la saison 3 là par exemple de Fais pas ci, fais pas ça. T'en as des différents, mais dans chaque c'est Chloé Marseille qui fait tous les épisodes. Et des fois, il y a des gens en plus qui l'aident sur certains épisodes. Et des fois, c'est des gens différents. Mais ouais. Je pense que c'est un bon truc. On parlait aussi tout à l'heure du nombre d'épisodes, mais je pense que c'est un peu relié, hein, du coup. Oui, c'est un peu relié. Enfin, attention, c'est ce que je t'entends dire mal juste avant, sur le fait qu'il faut faire tenir dans 20 épisodes ton histoire. Oui, eux, ils avancent. Pour revenir à ça, du coup, la grosse différence, on va dire Corée à Amérique, ça reste quand même aussi l'argent. Je pense que les Coréens font ça. Il y a une partie plus passion qu'en Amérique qui est si tu nous rapportes de l'argent, fais ce que tu veux. Mais si tu nous rapportes pas d'argent, tu vas aller te faire foutre. Oui. Mais je pense aussi le fait qu'ils en fassent. En Corée, je pense qu'il y a aussi ça, mais il est peut-être moins présent. Il y a ça, mais surtout aussi, en fait, ils sont là pour faire leur histoire. Et si ton drama de 20 épisodes a eu du succès, eh ben, ils vont facilement te recommander un autre drama, une autre histoire de 20 épisodes. Alors qu'en Amérique, c'est plutôt, si ta série a du succès, on va la faire durer jusqu'à l'épuiser et que ça fasse un flop. C'est pour ça que c'est clairement différent là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai tendance des fois à préférer regarder des dramas coréens où je sais qu'en fait, si le premier épisode m'intéresse au niveau de l'histoire, je sais qu'en général, la suite va me plaire jusqu'au bout. Et c'est très rare que la fin de la série te déçoive. Parce qu'elle n'a pas été bâclée. Elle a été prévue comme ça depuis le début et tout le fil rouge t'est amené à ça. Alors que des fois, t'as des séries américaines où ils font durer le truc tellement longtemps pour l'argent que t'es perdu. Ouais, et puis alors pour ajouter un nouveau parallèle, quand on regarde les séries françaises, c'était aussi un petit vieux format télé, mais ils ont quand même raccourci les épisodes, donc ça a l'air un peu mieux. Oui. Et Netflix lui a redonné une seconde vie, entre guillemets. Mais ouais, c'est ça, les plateformes de streaming aussi. Bon, après, il y a des trucs où les rythmes sont totalement dégueulasses, genre les Wings. Non, mais il y a des flops. Tire pas sur l'ambulance, on l'a déjà tiré dessus. C'est pas faux. On va retrouver l'épisode de je sais plus combien on a déjà tiré dessus. Mais, du coup, si vous cherchez une série intéressante, pas trop longue et prenante, n'hésitez pas à aller fouiller dans des dramas coréens. Parce que au final, vous n'avez pas que de la romance. Il y a de tout maintenant. Et de la comédie pure, du thriller pur, des trucs avec des légendes. Et il y a de l'horreur. Enfin, il y a plein de trucs. Non mais, clairement, vous pourrez trouver tous vos goûts.
Ça se limite pas au... Trouve-moi une série avec de la course automobile. Oh, il doit Ah ouais, y avoir. Je vais j'ai- te trouver ça. Mais j'ai- t'as de la SF. T'as de la SF sur l'espace. Parce que, entre guillemets, un peu monde apocalyptique, il n'y a plus assez d'eau sur la Terre. Et ils vont essayer d'en trouver sur la Lune ou une autre planète. Et partir en mission là-dessus. Sauf qu'en fait, ils vont arriver dans la station et s'est passé des trucs chelous. Enfin, vraiment, SF paranormal, ils te font des trucs. Qui sont trop bien. Ouais. Après, j'essaie du coup de mettre un petit peu, parce qu'on voit du côté Amérique, on a parlé un petit peu du côté anglais, grâce à Doctor Who notamment, enfin, exclusivement grâce à Doctor Who, les séries coréennes. J'essaie de regarder un petit peu en France, En France, ce ça qu'on dépend. fait nous en France, et parce que je regarde pas beaucoup de séries françaises. Et- En fait, ça dépend beaucoup. Parce qu'en général, ça se passe. Le problème des séries françaises, c'est que ça passe encore trop à la télé, et je suis plus de la génération télé depuis un moment. En fait, les séries françaises, ça dépend. T'as des trucs où c'est beaucoup de policiers. Il y a beaucoup de policiers. Beaucoup. de policiers. Bah, ceux qui sont policiers, c'est pas. Ça va. C'est le format Pour, américain. pour retrouver facilement, ils mettent ça en saison, mais finalement, c'est des one-shots à chaque fois. Ouais, c'est le format américain. Mais c'est Il y a- ça. Il n'y a pas vraiment de. Non, dans le Il n'y a format pas trop de américain, il y a fil quand même- rouge en général. Là, c'est vraiment, quand je dis des one-shots, c'est vraiment l'épisode se suffit à lui-même. Quoi. Non, t'en as avec des fils rouges aussi. T'en as avec des fils rouges. Il n'y en a Les- pas des masses. Mais là, déjà, je vois 64e, 4,1, Camelot. Remontez-moi cette note, putain! Non, mais si tu regardes dans les séries françaises, t'as les trucs du type Balthazar, HPI ou autre, où c'est des séries avec des fils rouges, que ça soit d'enquête ou des trucs comme ça. Ouais, mais finalement, ça. Alors, Mais- ça, j'ai pas regardé spécialement. C'est le même format qu'américain. C'est le T'as même moins format d'épisodes. qu'américain. T'as moins C'est le même d'épisodes, format mais qu'américain. pareil, ton fil rouge, tu l'as dans 4 épisodes sur la saison. Ouais, c'est ça. C'est un peu chiant, Moi, quoi. Après, il y a des séries un peu différentes. T'as des Il y a mini-séries. Fais pas ça, où globalement, ils ont fait le nombre d'épisodes. Les auteurs, je pense qu'ils étaient très bons pour ça. Ils ont fait leur épisode qu'il fallait par saison et ils avançaient à leur rythme. T'as les petits meurtres en famille, c'est un peu différent. C'est pas Parce que français, ça. c'est effectivement un Si, one-shot à si. chaque fois. Donc. Ouais, c'est un peu C'est différent. un peu différent. Mais Euh, ils se sont pas emmerdés à faire des fils rouges. Après, t'as les mini-séries aussi, à la française, où ça dure qu'une saison de 4-5 Ouais, épisodes. bah, le truc qu'on a regardé type avec Vortex. Christopher Sisley, Ouais, Vortex. Où là, tu sais où tu Il vas. y a 4 épisodes. Tu sais où tu vas. Il y a beaucoup ça en fait maintenant sur France 2, je trouve. Oui. Il y a beaucoup de Ouais, mais là, du coup, ça fait plus. La série aussi. En fait, ça fait plus film étendu, en fait. Ouais. La série sur les 80 franco-anglaises avec David Tennant. Ah, le tour du monde en 80 jours. Ouais, ouais. en 6-8 épisodes. Ouais, c'est un truc comme ça, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Bah, un peu comme côté anglais, tu as les séries du type Broadchurch. Ouais. Où t'as 8 épisodes Mais on et a ça moins suffit les à eux-mêmes, quoi. épisodes off. En fait, t'as les séries télé, où là c'est format télé, c'est format américain, je trouve. C'est ça. Et après, t'as quelques séries qui sortent du lot qui sont financées beaucoup par France Télévisions, je trouve. Pas mal, Beaucoup moins ouais. par TF1. Le CNN aussi qui participe beaucoup. Oui. Ouais, le CNN. CNN et France Le Télévisions, CNN, pas mal. le CNN. Un peu Canal aussi. Ouais, Canal, pardon. Canal achète des trucs, ouais, tout à fait. Canal a des séries qui sont très. Ils ont des Très séries très différentes. américaines aussi. Ils ont un peu de tout, en fait. Ça dépend de ce qu'ils financent. Ouais, mais ils laissent la place aux créateurs en fait. Oui. Et c'est peut-être en fait le truc qui va pas avec les séries américaines. C'est qu'ils laissent pas assez de place. À l'imaginaire des gens, en fait. Un peu plus Ouais, avec Netflix. En Parce fait, qu'ils faut sortent que- des faut que ça trucs. répondre au code pour que ça marche. Sauf que ça marche pas de faire ça. Et puis Ah oui, ça marche en Ça Amérique. marche quand même parce que les gens vont voir. Parce que les gens vont voir le remake de Roi Lion En live action. en live action. Parce que les Putain. gens vont voir pour, la Blanche-Neige en live action. À la limite, Blanche-Neige, ça me choque moins. C'est des humains. À la limite. Ouais, alors Blanche-Neige, ils sont allés sortir une explication de derrière les fagots pour expliquer pourquoi ils avaient choisi une actrice métisse. Alors, À la limite, je m'en fous. c'est pas très grave, mais surtout, dans Blanche-Neige, les gars, si vous prenez une actrice, n'importe qui, je m'en fous, faites en sorte que la méchante belle-mère, elle soit moins belle
qu'elle. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est vrai. Quoique. Après, je dis rien dans Once Upon a Time, mais je trouve la méchante reine plus belle que Blanche-Neige. Mais... Oui, aussi, mais ça, c'est pas grave. C'est une série qui se voulait pas sur cette rivalité-là, alors que le conte qu'ils reprennent, c'est le conte de Disney, qui est basé sur cette putain de rivalité. Oui. Bon, oublions les live action, on fera un truc plus tard. Mais ouais, peut-être, un jour. Mais du coup, effectivement, qu'est-ce que je veux dire sur les Américains? Oui, et c'est surtout que je trouve que les séries américaines, elles n'arrivent pas à se renouveler tant que ça. Là, je suis en train de regarder Banditos, qui est une série, alors je pense que c'est espagnole-mexicaine, je n'ai pas vérifié. Et franchement, c'est vivifiant, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on regarde habituellement, je veux dire Brooklyn Nine-Nine et tout, mais j'adore Brooklyn Nine-Nine. Mais sinon, les autres séries, il y a quoi d'autre Il y a quoi un gros truc américain comme série qui pourrait être cool pour comparer Tu veux quoi? Les experts Non, vraiment dans le sens grosse série américaine. Non, ça c'est du. Non, c'est plus sitcom. Ouais, c'est du sitcom. En grosse série américaine, qu'est-ce qu'il y a? Putain, il y en a Charme, tellement. de Buffy, Mentaliste. Ouais, à la limite, on peut comparer. Dr. House. Mais c'est un peu vieillot. Dr. House, ouais. C'est qu'on en regarde plus trop. Bref, voilà, vous voyez, on peut en citer plein finalement, quand on se creuse un petit peu la tête. Donc, je pense que même sans se creuser la Souvent, tête, on n'a ça jamais fini de la regarder. Ouais, souvent. La petite maison dans la prairie. Oh, C'est putain. français. Dr. Queen. Comment ça, c'est français, la petite maison dans la prairie? Oui, c'est français. Ah bon? Je crois, hein. Bah, il me semble bien, hein, mais. C'est américain, la petite maison dans la prairie. Bref, pendant qu'il vérifie. Effectivement, là, le Banditos, ça me. Alors, peut-être que c'est parce que l'histoire est aussi très différente. Hein. Là, c'est l'histoire d'un groupe de voleurs et d'escrocs, hein, mais. Américain. Ok. J'avais un Ouais, doute. c'est un Américain français. Mais donc, ouais, effectivement, je trouve ça très rafraîchissant. Dans le sens où c'est pas forcément filmé pareil. Les décors sont très différents aussi. On laisse plus de place il y a moins de cuts. Putain, il y a moins de cuts et ça, franchement, ça fait un bien fou à notre cerveau. Le nombre de films américains ou de séries américaines ou de sitcoms américains où ils nous foutent des cuts pour faire un changement de chant plan. contre chant, par exemple. Ouais. Oh là là, mais faites un chant contre chant naturel, arrêtez de faire des cuts. Mais Déjà, t'as ça ça- aussi côté Déjà, drama. ça se voit, vous perdez du temps et en plus de ça, c'est chiant, les gars. Mais t'as ça aussi côté drama, je trouve, ils filment différemment. Et ça fait du bien. Parce que du coup, t'as l'impression de voir un truc nouveau. Bon, après, quand tu regardes beaucoup de drama, tu commences à voir comment ils filment. Mais du coup, quand tu sors d'une série américaine, ça fait du bien. Mais du coup, du point de vue historique, parce que ça, on l'a pas trop vu. Hein. On a vu, enfin, l'historique du pays, hein, je parle. On l'a pas trop vu parce que, mine de rien, la Corée du Sud, c'est un pays assez récent. Hein. Oui. Je vous le dis. Puisqu'elle est née en 53, j'avais vu, je crois, quelque part. Ouais, 27 juillet Oui, 53. c'est ça. Parce que, en fait, pour refaire un petit historique vite fait, guerre mondiale, le Japon est allié avec entre guillemets, les grands méchants, hein, le nazi et comment ça s'appelait, le fascisme en Italie, voilà. Hein. Donc, ils en profitent pour faire ce qu'ils ont fait tout au long de leur histoire, hein, comme tous les autres pays. Ça veut dire envahir d'autres pays. Et c'est quoi le pays proche du Japon? La Corée. Donc la Corée est en cours d'invasion pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle se fait arrêter. La Corée est séparée en. Alors je fais très vite. Je vais très vite. Donc la Corée est séparée en deux. La partie nord appartient aux Soviets, donc l'URSS. La partie sud appartient aux Américains. Guerre de Corée 50-53. Qui est due à l'invasion de la Corée du Nord l'invasion de la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Ça finit par faire beaucoup de morts apparemment jusqu'à ce que ça se coupe. Donc en fait le pays, du coup, vous avez la Corée du Nord, la Corée du Sud séparée par 4 km. C'est pour ça que c'est pas très visible sur les cartes. Hein. 4 km sur une carte, c'est rien du tout. Ouais. Surtout sur le map monde. Kilomètres de mine surtout, en plus. Et du coup, en fait, il y a le côté japonais qui serait très resté apparemment dans le sud de la Corée. Dans le pays Corée du Sud. Ils ont un peu le même style de vie avec les dramas, parce que tu as aussi des dramas japonais,
avec la musique, C'est ça, les mais- idoles et tout. Mais ils ont mélangé ça. Enfin, du coup, je trouve qu'il y a ce côté occidental avec Ouais, ils ont mélangé un peu techniquement, les deux. techniquement les États-Unis, mais je pense que les États-Unis étaient plus dans le sens protecteur. Il me faudrait des sources historiques pour être sûr de ça, mais je pense qu'ils étaient plus là en tant que protecteur. Surtout que les années 50, c'est clairement le début de la guerre froide. Hein, Oui. Bloc soviétique contre le bloc républicain. Ce qui explique aussi pourquoi la Corée du Nord, qui était soviète, est maintenant très, 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 très communiste, alors que le Sud est plutôt... Alors, je connais moins la politique du Sud, mais je peux présumer que c'est plus une espèce de république. Un peu plus, ouais. Parce que si c'est deux dictatures, je pense pas qu'on les apprécierait autant l'un comme l'autre. Mais du coup, ouais, ça a peut-être pris le côté un peu occidental, clairement pour la K-pop, hein, c'est du boys band, donc pour moi ça vient de l'Occident. Mais par contre, dans leur façon de raconter des histoires, ils ont gardé les histoires très asiatiques. Ouais, c'est ça. Donc plutôt, alors peut-être pas que du Japon, parce que la Corée était quand même un pays avant d'être envahi par le Japon, faut pas déconner. Pas que du Japon, ils ont pas trop toutes les histoires de Mais la fantômes, légendes. Bah, disons que la Corée, elle est quand même. La Corée est là, elle est entre deux énormes pays militairement parlant, enfin, pendant longtemps en tout cas dans l'Asie, qui est la Chine. Bah, encore maintenant. Hein. Et, En fait, maintenant, elle est plutôt même entre 3 pays militairement armés. La Chine, la Corée du Nord et le Japon, quoi. ouais, mais là je parle de la Corée en soi. Ouais, ok. Donc c'est pour ça. Donc la Corée, quand même, pendant longtemps, a été d'un côté énormément les empires chinois, de l'autre côté les empires japonais. Bon, voilà, donc je pense que, comme en Europe, hein, c'est le fait qu'il y ait des guerres, donc des migrations, des immigrations, malheureusement des viols aussi, ça a participé à l'échange culturel. Nous, notre échange culturel en Europe, ça se voit assez bien. Hein, on parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes goûts. Je veux dire, que vous soyez même en France, que vous partez au nord à Lille, que vous partez au sud à Marseille, que vous allez à l'est, je sais pas, Strasbourg par exemple, ou Nancy, pas mal aussi, les deux sont pas mal, ou à l'ouest à Quimper, clairement vous allez avoir des différences culturelles déjà énormes dans le même pays. Oui. Mais grosso modo, on a quand même une espèce de même culture. Par contre, quand vous changez de pays, c'est complètement, ça commence à devenir complètement différent. Alors que pourtant, il y a déjà eu ça. Mais en Asie, il n'y a pas de raison que ce phénomène-là ne soit pas visible non plus. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi. Le fait est que, du coup, après les guerres mondiales qu'on appelle guerre mondiale, mais je trouve que c'est un peu un abus de langage puisque ça a surtout touché l'Europe. Ah, ça a touché quelques pays en fait dans le monde, quoi. En fait, ça a touché France, Allemagne, Angleterre, Italie, un peu l'Espagne. Italie, un peu Espagne, parce que- États-Unis. La Belgique, la Pologne, la Russie. Non, mais c'est guerre européenne plus États-Unis. Et Le Japon, parce que plus Russie. La Seconde Guerre mondiale, tu as eu la guerre asiatique aussi. en C'est fait, du côté asiatique, ça a été parce que le Japon s'est allié aux deux autres puissances communistes. On fait beaucoup d'histoires ce soir. Et qui du coup ont relancé cette politique communiste avec la Chine aussi au passage. Alors que finalement les autres pays sont restés très alors que le pays, alors je sais plus si c'est l'Axe ou je sais plus quoi, ou les Alliés. Je crois que l'Axe c'était les entre guillemets méchants, hein, alors que les Alliés c'était nous. Enfin, nous, France, Royaume-Uni et tout. Mais finalement, ces guerres mondiales, elles ont attaqué l'Europe. Je veux dire, même, on dit l'Amérique. Oui, l'Amérique est venue. L'Amérique est venue pourquoi? C'est nos alliés. Et Non. Pearl Harbor aussi. Non. Alors, peut-être dans la première, j'ai un doute. Mais dans la deuxième, c'est absolument pas pour ça. Hein. La première, si, ils sont venus pour ça. La première, peut-être parce que c'était nos alliés. La deuxième, ils sont intervenus pour une raison. Une seule. Pearl Harbor. Ouais, Pearl Harbor. Parce que les Japonais ont eu la magnifique idée stratégique de merde d'attaquer un pays neutre. Pays neutre qui était le pays déjà, un des pays les plus puissants militairement déjà il y a 80 ans. Et surtout, le seul pays qui était suffisamment lent pour envoyer des troupes, mais pas se faire attaquer derrière.
Donc, pas meilleure idée. D'autant que beaucoup de scientifiques allemands s'étaient enfuis en Amérique et en Europe, notamment un certain Nikola Tesla, non, je déconne, un certain Albert Einstein, Ouais. qui a malheureusement inventé la plus conne création de l'humanité, qui est la bombe atomique. Puisqu'on est dans l'émission, on vous recommande bien évidemment le film Oppenheimer. Qui est incroyable. Ouais, qui est bien sympathique. Ouais, enfin, j'ai vu que des extraits, mais les extraits m'ont dit « Oh, il a l'air pas mal. » On Je sais pas. l'a vu au ciné, cinéma, franchement. Mais c'est vrai, il était incroyable. Mais donc voilà, donc c'est quand même, on me rappelle, c'est deux bombes atomiques qui ont calmé les Japonais. Enfin, de grosses bombes atomiques qui ont calmé les Japonais. Et de ce que j'ai pu lire il n'y a pas si longtemps que ça, il y aurait eu quand même eu des tests, d'autres petits tests atomiques qui auraient eu lieu au Japon, par les Américains, bien entendu, avant Nagasaki et Hiroshima. Mais donc voilà, c'est leur sonde de l'époque. Mais je pense que vraiment, cette sonde de l'époque a créé déjà, elle a créé cette Sud-Corée, clairement. Ouais. On va pas se mentir là-dessus, notamment dû à la guerre froide, qui est une conséquence de la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Puisque les pays européens se sont retrouvés affaiblis, tous, sauf la Russie, qui est un pays de zinzin. Enfin, la Russie, pardon, l'URSS, qui est un ensemble de pays de zinzin, mené par un zinzin qui s'appelait Staline. Ouais, je ne suis pas très fan de Staline. Je ne suis pas très fan du communisme en général. Et de l'autre côté, le pays qui a moins pris, l'Amérique, et du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a je pense que du coup, cette partie sombre de l'histoire explique aussi en partie pourquoi la Corée du Sud fait finalement du cinéma, on va dire, dans la structure assez hollywoodienne, tout en ajoutant par contre un scénario et une structure, un mélange de structure et de personnel, on va dire, du cinéma, un peu plus passionnant que sont, du coup, alors, je vais continuer à appeler ça des dramas, même si c'est vrai que c'est un abus de langage là, mais en tout cas les séries coréennes, ouais. Clairement. Je pense que si jamais le Japon pouvait, je pense que le Japon nous a déjà pas mal apporté au niveau des mangas. Le Japon fait des très très bonnes séries aussi. Mais c'est comme les. Je pense qu'on comprend plus les séries coréennes que japonaises, à votre avis. Ouais, pour moi, c'est parce que les Coréens ont adapté des séries japonaises en Corée. Il y a même du coup des dramas que j'ai vus, que j'ai appris après, qui étaient adaptés d'une série japonaise, qui étaient adaptés d'un manga. Ils ont plus exporté, donc on connaît mieux. Ouais. Par contre, les séries japonaises ou thaïlandaises, par exemple, pour citer deux exemples, sont aussi très bien tournées et un peu dans le même style de. Mais pour exporter, du coup. C'est ça. Disons que le Japon, le Japon a plutôt tendance à avoir exporté ses mangas et ses séries d'animation et films d'animation. C'est son animation qui est surtout arrivée ici. C'est ça. Mais ils font aussi des très bonnes séries, c'est juste qu'elles sont moins connues. C'est comme, en ce moment, très clairement, les maîtres de films d'horreur et les séries d'horreur, moi je pars chez les Espagnols. Hein. Oui, ils sont très très bons là-dessus. Parce qu'ils sont excellents. C'est une bonne question de se poser la question de pourquoi la Corée, ça s'est bien exporté maintenant et pas le Japon. Alors que ça ne doit pas être si loin que ça. C'est pas très loin, c'est juste que le Japon a mis plus le focus sur d'autres exports. Et la Corée a fait plus les séries. Et au final, du coup, on garde ça. Parce qu'il faut voir aussi que le Japon, il est quand même, il a une histoire quand même très isolationniste. Hein, faut pas. Ils font beaucoup plus d'animés que de séries. Ouais. Non, mais ils font aussi des animés sympas. Ça reste des séries. Mais je pense qu'avec l'histoire du Japon, je pense qu'ils sont restés un peu assez isolationnistes. Ils essaient de s'exporter parce que il faut dans un monde qui tend vers la mondialisation totale. Faut que tu t'exportes, sinon tu vas pas avoir d'économie. Tu vas avoir beaucoup moins d'économie. Donc le Japon s'exporte, mais c'est un pays qui reste quand même assez refermé sur lui-même quand même. Ouais, j'allais dire secret, ou en tout cas avare de sa culture. Ouais, c'est pas faux. Dans le sens où, si tu vas au Japon, bien sûr qu'ils vont t'accueillir, bien sûr qu'ils vont, ils vont t'accueillir. Disons que si jamais tu fais un effort vers eux, ils vont faire un effort vers toi, ils vont t'apprendre leurs coutumes, leur histoire, etc. Tu peux apprendre l'histoire du Japon, c'est pas un souci.
tu peux apprendre leur leur coutume, tu peux apprendre leur tradition, etc. Mais du point de vue cinéma, j'ai pas l'impression que, cinématographique plutôt, j'ai pas l'impression qu'ils vont l'exporter plus que ça. Même du point de, enfin, ils exportent pas leur culture comme ça. Alors que les Coréens, Tu comprends clairement comment ils vivent en regardant leur série. Ouais. c'est clair, ouais, c'est un reflet de leur société qu'ils vendent. C'est leur culture qu'on voit dans leur musique, dans leurs clips, vidéos aussi de musique, hein, dans leurs séries, dans leurs films. C'est ça. Donc je pense que c'est peut-être un. C'est vrai que si tu compares, parce qu'il y a les webtoons, ça reste des mangas aussi dans l'idée. Si tu compares, il y a beaucoup de webtoons coréens qui parlent de la vie de tous les jours ou qui est assez sur. En fait, si tu regardes les webtoons coréens, c'est soit des trucs réalistes, soit des trucs type dystopie comme Hellbound ou choses comme ça. Ouais, alors que côté japonais, les mangas, c'est souvent très fantasy, science-fiction. Oui. Et finalement, le seul que je connais, c'est Détective. Il y en a d'autres. Mais le seul que je connais, c'est Détective Conan, qui parle de la vie de tous les jours au Japon. Et sans vraiment parler de la vie de tous les jours. C'est pas non plus une. Ouais, mais t'as vu, il y a quand même des épisodes où ils vont à Osaka, où tu vois des trucs sur les tentes, etc. T'as quand même, je trouve, des trucs. Un des seuls qui parle un peu de leur culture. Parce que aussi, t'as pas mal de mythes qui se transforment en. T'as beaucoup de trucs sur les légendes, par contre, qui viennent du Japon. Par contre. Beaucoup de folklore, oui. Par contre, quand tu regardes les autres trucs, c'est souvent ça des trucs inspirés de folklore, effectivement, ou des vieux trucs sur la partie médiévale, ce que tu parlais tout à l'heure, avec Omyogi, j'ai oublié le nom. Myoji. Ou alors, sinon, c'est des trucs qui sont très occidentaux, parce qu'ils adorent les occidentaux, genre Spy X Family. Ouais, et puis là, je regarde un petit peu les, entre guillemets, les mangas historiques, ça veut dire les mangas qui se basent quand même sur des... Oui, la partie samouraï et tout. Dragon Ball, c'est des visages occidentaux. Après, oui, mais c'est parce que ça se vend mieux aussi. Oui, mais c'est l'histoire occidentale aussi. Allez. Mais après, sinon, t'as aussi beaucoup d'historiques, des trucs historiques sur la partie l'ère Edo, passage samouraï et tout. T'en as pas mal. En fait, c'est beaucoup sur le Bakumatsu quand tu prends du Japon et quand tu regardes un peu la distribution. Alors, le Bakumatsu, du coup, c'est entre l'ère Edo et l'ère Meiji. Mais sinon, ils font plutôt sinon, c'est plutôt vers l'extérieur. Hein. On peut penser au carnet de l'apothicaire. Oui. Notamment, qui est plutôt sur le carnet de l'apothicaire, je ne sais plus, c'est en Chine, non? Oui, c'est en Chine de mémoire. Sinon, il y a Bright Story aussi qui est très sympa, mais c'est sur la Mongolie. Oui. Là, je vois Che, donc c'est Kevara. Sirouran, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas me lancer dessus. Dans le même style, il y a Vagabond. Oui, mais l'histoire se passe au Japon. Mais en général, finalement, c'est du Japon, c'est du Japon des années 1500-1600. Ouais, tu vois, inspiré de la Chine, du coup. Et c'est pour ça qu'on n'a pas trop leur histoire actuelle. Si on a une histoire du Japon, si on a des histoires du Japon, c'est quelques petites lignes par moment dans les mangas historiques. Dans les mangas qui, sinon, c'est. Alors, ça peut peut-être s'expliquer. Alors, si jamais ils sont beaucoup. Moi, celui qu'on parle le plus, c'est Détective Conan. De l'actuel, oui, sûrement. De l'actuel, mais même il y a des légendes aussi dedans. Ouais, il mélange un peu tout, en fait. En fait, dans les. Finalement. C'est le seul vraiment qui s'exporte et qui parle de ça, en fait. Après, ça vient sûrement du fait que les mangas sont divisés en plusieurs catégories et que ces catégories sont très codées. C'est pas les mangas, donc les mangas coréens ou les webtoons, n'ont pas spécialement ce problème-là. En général, ils vont pouvoir attaquer plusieurs thèmes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, en fait. Comme les séries, finalement. Exactement. Et voilà, alors qu'un manga, si tu dis que c'est un manga historique, il faut qu'il ait des preuves historiques. Je pense à, alors c'est pas exactement le cas, mais Hikaru no Go, par exemple, ce qui a fait son succès, c'est qu'il y a eu une joueuse de Go professionnelle japonaise qui a participé à la création de l'œuvre en vérifiant absolument toutes les parties, toutes les positions, en donnant des conseils aux
la scénariste et Mm. au dessinateur pour créer ça. Alors, c'est pas historique, mais du coup, c'est pour donner, c'est pour enchaîner sur le fait que si on fait un manga historique, finalement, faut mettre de l'histoire réelle dedans. Samurai Deeper Kyo qui se passe après le. Et tu vois, Ikaru no Go, juste pour finir sur Ikaru no Go, ça se passe dans un monde contemporain, et finalement dans la temporalité. Que dalle sur le monde contemporain japonais. Non, t'apprends sur le monde du Go, mais pas sur le monde du Go, contemporain. ouais. Mais c'est le but du manga finalement. C'est une énorme Oui, mais initiative. il pourrait y avoir 2-3 trucs qui sont En, spéciaux en japonais, manga tu vois. qui t'apprend un peu l'histoire contemporaine, entre guillemets, t'as Bakuman, qui est basé sur 2 ados qui vont devenir adultes et qui vont. Leur rêve, c'est de devenir mangaka. Donc en fait, tu vas suivre la partie contemporaine de comment tout ce qui se passe derrière un manga. Ouais, et la même, création. Là, ouais, même ça, c'est pas finalement, c'est pas de la Mais- culture japonaise. C'est ça. C'est la Shueisha. Tout bêtement, c'est comment ça se passe à la Shueisha. Alors, il n'y a pas que la Shueisha qui fait du manga au Japon, hein, mais c'est quand même une des 2 grosses boîtes. J'ai perdu le nom de la deuxième, malheureusement, qui est une très grosse concurrence, mais bon, pas Je grave. sais plus non plus, ouais. Essaye contre F. Hein? Bref. D'accord. Mais donc, ouais, je pense vraiment que ça peut. Enfin, tu posais la question, je pense vraiment que la réponse, c'est ça, c'est que le Japon reste encore un pays très sur lui-même. Alors, c'est peut-être dû au fait aussi que le Japon est un pays vieillissant. Alors, je n'ai pas regardé la Corée, mais je pense que peut-être que la Corée est un pays plus jeune et les jeunes ont tendance à vouloir. Enfin, les jeunes, comme nous, hein, on a tendance Oui. à avoir plus de rêves dans la tête que les personnes qui ont déjà passé qui ont déjà passé un certain âge et qui, en plus de ça, ont vécu, on va dire pour les vraiment vieux, ont vécu quand même 2 grosses guerres, quoi. Donc, C'est ça. Non, pas tant que ça. Hein. Mais je crois qu'ils sont un peu similaires, les deux. C'est un tout petit peu plus vieux que ça serait 43 ans l'âge médian au Japon, et puis 44 quelque chose en Corée du Sud. Après, la Corée est beaucoup 39 plus tournée en vers France. l'export, dans tous les cas. Oui, la Corée exporte ça, beaucoup. ça, par contre, ouais, ça c'est. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je partirais sur une raison culturelle, socio-culturelle. Je peux me Il tromper. faudrait faire la géopolitique, et là, effectivement, on n'a pas le Hmm. niveau. Ouais, non. On n'a pas bossé pour ça, de toute façon. Vous faites-vous votre propre avis. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On vous lira avec plaisir. Si vous avez des choses à dire sur ce sujet-là, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que je pense qu'on a fait le tour. Peut-être mini conseil de série à lancer en fonction des thèmes, si ça tente des gens. Bah vas-y, Oui, vas-y. on va terminer là-dessus, je pense. Comme ça donne des envies. Si vous voulez de la romance, avec en même temps de l'humour, et en même temps une enquête criminelle, les 3 en même temps, hein, j'ai bien dit ça, allez tenter Do Bong-kyun, Strong Girl Do Bong-kyun, où on suit une fille qui a une force surhumaine, et qui doit le cacher et ne pas blesser les gens au risque de la perdre et de trahir un peu sa famille et sa culture familiale. Et en même temps, il y a des meurtres dans son quartier, etc. Ok. C'est très très cool, très très drôle surtout, et très prenant. Si vous voulez plutôt de la SF, je vous en parlais un peu tout à l'heure, mais ça s'appelle The Silent Sea, où du coup ils vont chercher de l'eau sur la Lune, si je me trompe pas, la mer du silence, du coup là-bas. Ah oui, la mer du silence, ok. Et vraiment une tension de SF, de savoir ce qui se passe sur la station là-bas. Très très cool. Il y a les Transformers. Non. Je crois que j'ai vu ça avec Michael Bay. Si vous voulez de la dystopie, franchement, je vous conseille Hellbound, du coup, dystopie et religion. Foncez, c'est trop bien. Si vous voulez des Battle Royale, bon, Squid Game, clairement. Si vous préférez un autre Battle Royale, je dérive un peu, mais Alice in Borderland, côté série japonaise, justement, qui est très très bien, adapté d'un manga. Si vous voulez de la romance pure, vous en avez 20 000. Mais j'ai beaucoup aimé Love Alarm, qui se base sur le fait qu'en fait on a une appli et qui repère un peu le niveau d'amour que quelqu'un nous porte. Donc un peu futuriste et en même temps romance, c'est assez sympa. Si vous voulez tout ce qui est un peu autour de légende,
Putain, j'ai perdu le nom. Alchemy of Shul, qui est très très sympa. Si vous voulez plus... Si vous voulez plus contacter Nighties au 06. Non, j'étais en train de chercher. J'ai perdu le nom. Sinon, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je veux une série coréenne qui parle de tac tac et puis Nighty te répondra en commentaire. Un dernier exemple adapté d'un webtoon, c'est plutôt un peu fantasy, dans le sens où en fait un mec va sauver quelqu'un du suicide, mais en faisant ça va tomber dans le coma et entre guillemets va rentrer dans une société de shinigami pour pendant 6 mois avant de sortir du coma et empêcher les gens de se suicider, essayer de les sauver à chaque fois. Ok. Que je sais pas dans quoi le classer, mais c'était très cool aussi. Ok. Donc plein d'idées de séries, allez-y, c'est trop bien. Merci Nighties. Je pense qu'il est l'heure de s'arrêter. On a fait une grosse émission. Je n'ai pas vu le temps passer. J'espère que c'était intéressant pour vous. Oh, faut que je me lève demain. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. On vous répondra à passer sur nos prochaines émissions. Tous les mois, on fait une émission. Le mois prochain, c'est l'émission de bouquins qui parle de bouquins. Dans 2 mois, ce sera une émission qui parle de jeux vidéo. Et dans 3 mois, on reparlera de séries, de films, de sagas MP3, j'espère. De web-séries, peut-être. De web-série, peut-être aussi. Oui, je crois que c'est une web-série. Regardez, il faudrait que je la trouve. N'hésitez pas. On reparlera pas des succès des séries coréennes, on reparlera d'un autre sujet la prochaine fois. N'hésitez pas à nous en proposer si vous avez des idées. Nighties Talas, merci d'avoir été là. C'était un plaisir. De rien. Avec plaisir, hein, maintenant dodo. Voilà, c'est la connerie de Stalas. Il en fallait bien une. Sur ce, faut penser aux miniatures. Faut toujours penser aux miniatures. Sur ce, bonne soirée tout le monde. Bonne nuit, bon appétit. Et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Ciao.